Que la session va... C'est tes animaux de compagnie, c'est ça? Hmm. C'est tes animaux de compagnie derrière sur l'écran? Ok, merci. va vous évoquer le thème de la journée. Bonjour à tous. Alors c'est la première fois que je prends, je pense, mon petit déjeuner avec autant de personnes le matin, donc c'est cool. Merci d'être là. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. La genèse de cette aventure qui s'appelle LJA. Donc moi je m'appelle Yannick et j'ai 50 ans depuis un an. Oui, un jour je dirais peut-être 51, on verra bien. Et je suis en train de réaliser un de mes rêves. Des rêves dans mon parcours professionnel, j'en ai réalisé quelques-uns, mais celui-là, ça faisait des années que je courais après. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y a environ 4 ans, je travaillais avec une start-up dans les Hauts-de-France, à côté de Lille, et est arrivée dans cette jeune entreprise une jeune femme, Laura, parce que j'avais un rêve, c'était de créer une entreprise dans l'environnement du sport. Donc Laura est arrivée dans cette entreprise, et puis j'ai découvert que Laura travaillait au service marketing avec nous. J'ai découvert assez vite que Laura, en plus, elle était sportive de haut niveau, à Villeneuve-d'Ascq, juste à côté de Lille, qui est jouée au rugby, au plus haut niveau du rugby féminin français, et qu'elle était aussi membre de l'équipe de France de rugby à 15, qu'elle s'entraînait tous les soirs et tous les week-ends, elle était en compétition. Et donc Laura, quelques mois après son arrivée dans l'entreprise, a été convoquée par le sélectionneur de l'équipe de France pour préparer le tournoi de destination. Pour cela, elle avait besoin d'une dizaine de jours de disponibilité sur une période de 5 semaines à peu près. Donc elle est allée voir la responsable de notre entreprise en lui disant: est-ce que je peux prendre 10 jours de congé sans solde pour préparer le tournoi à destination et participer à cette belle aventure avec l'équipe de France. Et là, on lui a expliqué que ce n'était pas possible, que pour des raisons d'organisation, elle ne pourrait pas accompagner l'équipe de France. Donc Laura n'a pas pu honorer sa sélection avec l'équipe de France, ses sélections avec l'équipe de France, parce que quand vous êtes sportif de haut niveau, joueuse de rugby, vous ne vivez pas de votre pratique. Donc vous devez garder votre job si vous voulez vivre au quotidien. Et donc Laura a refusé la sélection. Ensuite, Laura n'a plus jamais été appelée en sélection. C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour moi de faire ce dont je rêvais, c'est-à-dire créer une entreprise dans l'environnement du sport. Et donc je me suis dit que j'allais créer une agence pour la promotion et le développement du sport au féminin, pour faire en sorte que ce qui se passait pour Laura, qui devait certainement arriver pour plein d'autres jeunes femmes, on essaye de faire en sorte que ça change. Quelques jours après, un matin, je suis arrivé au bureau, je suis allé voir Laura, je me suis mis devant elle comme vous aujourd'hui, et je lui ai dit: Laura, tous les deux, on va créer une boîte. On va créer une agence pour la promotion et le développement du sport au féminin. Donc là, elle m'a regardé, elle m'a dit que c'était une très très bonne idée. Puis elle m'a dit: quand même, j'ai 26 ans, ça fait que quelques mois que je travaille, c'est mon premier job, j'ai jamais créé une entreprise de ma vie, et en plus, je te connais pas très bien. Ce qui était un petit peu vrai. Donc je lui ai dit: réfléchis pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet-là. Et ensuite, tous les matins, quand j'arrivais dans l'entreprise, je lui disais bonjour, et juste après, je la regardais, je lui disais: tous les deux, on va créer une boîte. Donc au bout de 3 semaines, elle a craqué. Et puis elle est venue voir un matin en me disant: c'est une très bonne idée, tu as raison, il faut qu'on le fasse, mais si nous le faisons, est-ce qu'on peut le faire avec une troisième personne, qui est ma meilleure pote, qui joue au rugby avec moi, qui s'appelle Alexandra. Donc tous les trois, nous avons créé l'agence LJA Sport, le L pour Laura, le J pour Yannick, le A pour Alexandra, mais surtout parce qu'on est convaincu de ça pour Ladies are just amazing. Et avec LJA, nous accompagnons des jeunes sportives en leur trouvant des partenaires, des sponsors. Nous accompagnons le monde de l'entreprise en réalisant des team building et des formations. Et nous réalisons, comme avec vous ce matin, des interventions qui est le témoignage de Laura et Alexandra sur leur parcours en tant que sportifs de haut niveau, mais surtout avec leur collectif. Et comme vous l'avez compris, je ne suis pas joueuse de rugby. Donc je n'ai pas tout à fait la bonne coupe de cheveux, je n'ai pas la bonne tenue. Donc pour partager ce moment avec vous, je vous propose d'accueillir chaleureusement, en les applaudissant, Laura et Alexandra. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Désolée pour la partie gauche de la salle qui n'a pas pu admirer nos jambes musclées quand on est passé. On sortira de ce côté-là pour qu'il n'y ait pas de jaloux. D'accord ? Donc moi je m'appelle Laura, je suis le L de LJA et il reste donc plus que Alex, le A. Et toutes les deux, comme Yannick vient de vous l'expliquer, eh bien on est sportifs de haut niveau,
on joue au rugby, donc pas ici dans la région. Bon, clairement, c'est pas le sport de prédilection, hein, il faut le savoir. Oui, bah oui, on a Rennes dans notre poule aussi, et bon, c'est pas... Désolé. Donc nous, on joue dans une région, pour le coup, qui est vraiment une terre de rugby, puisqu'on joue à Lille, enfin à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et on est en très grande réussite. Et on a la chance que notre club de Villeneuve-d'Ascq évolue donc dans le meilleur niveau national de rugby féminin, qui s'appelle le top 16. Donc pour les connaisseurs, c'est l'équivalent du top 14 chez les garçons. Et donc nous, pour pouvoir jouer en top 16, on s'entraîne tous les soirs, du lundi au vendredi, et le week-end, on part un petit peu partout, jouer le championnat en France. Donc on joue parfois à Rennes, la prochaine fois c'est Toulouse qui vient jouer chez nous, ensuite on va à Bordeaux, on se balade comme ça et on essaye de ramener les meilleurs résultats possibles pour notre équipe dans ce top 16. Et toutes les deux, à côté de l'équipe de Villeneuve-d'Ascq, on a eu aussi un jour la chance de porter le beau maillot bleu de l'équipe de France que vous voyez sur la photo. Alors Laura, elle a plutôt joué avec l'équipe de France de rugby à 15. Si vous connaissez un peu le tournoi destination, eh bien elle a fait quelques matchs. Bon, ce que je dois vous dire plus discrètement, même si on est un petit peu nombreux aujourd'hui, c'est qu'elle était plutôt sur le banc que sur le terrain. Mais bon, ça compte en sélection, hein, et ses parents n'ont encore pas vu la différence, donc si vous les croisez un jour, soyez discrets. Et moi, j'ai plutôt joué avec l'équipe de France de rugby à 7 et notamment participé à la première Coupe du Monde de rugby à Dubaï, il y a quelques années de ça. Merci. On va se calmer tout de suite. Merci beaucoup. Calmez-vous. Donc j'ai repéré monsieur ici, deuxième rang, qui a lancé les applaudissements. Donc quand Alex a fait une Coupe du Monde, tout le monde applaudit. Moi, je tire le banc, tout le monde s'en fiche, c'est ça? D'accord. Elle non, réclame. mais je veux même pas que vous applaudissiez, en fait. Elle réclame. Bon, vous avez raté le coche. Je vais faire une petite précision, discrètement aussi, puisqu'on est assez nombreux. Il faut savoir qu'Alex, quand elle a fait la Coupe du Monde à Dubaï, c'était quand même en 2009. J'ai dit la première, Laura. Oui, donc c'était il y a très longtemps. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex, elle est plus du tout en capacité de faire une Coupe du Monde maintenant. Oui, elle est un peu en difficulté. Elle est arrivée sur un moment qu'on appelle, nous, dans l'équipe, la pente descendante. D'accord? Donc la pente descendante, c'est quand les joueuses arrivent au seuil fatidique des 30 ans, qui leur permet d'intégrer directement ce qu'on a créé, qui s'appelle le club des vieilles. D'accord? Oui. J'ai les projets dans les yeux, Laura, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amis dans cette salle. Oui, donc c'est bon. Fais-toi discrète. Oui, bah désolé, on va pas se cacher, vous aussi vous êtes sur la pente descendante pour la plupart. C'est pas grave, ça arrive à tous. Je le vis pas encore, moi, donc j'en profite bien, surtout pour ceux qui applaudissent. C'est pas grave, il y a pire que la pente descendante, il y a ce qu'il y a au bout de la pente. Vous savez, ce qu'il y a au bout de la pente, c'est les gens qui essayent de dire qu'ils ont 50 ans depuis 1 an, c'est Yannick, d'accord? C'est ce qu'on appelle le fond du trou, hein, donc ça va bien se passer. Donc du coup, Alex, oui, elle est sur la pente descendante, et elle est tellement sur la pente descendante que depuis cet été, elle a décidé d'arrêter sa carrière de joueuse pour passer un peu de l'autre côté de la barrière. Elle est devenue coach maintenant de l'équipe, elle fait partie du staff de notre équipe, ce qu'elle fait que toutes les personnes qui sont sur la pente descendante font très bien. Elle ne court plus, mais elle crie sur le côté, sur les autres, pour que nous on avance, d'accord? Et justement, je vais vous demander d'être tous un peu indulgents. Alex, elle a tellement crié ce week-end pour faire gagner l'équipe qu'elle est un peu en difficulté. Ça, c'est l'âge aussi. Un petit coup de vent, on prend froid. Donc, il se peut qu'à certains moments, hein, elle soit en difficulté. Vous allez voir, elle a une petite voix, c'est pas grave. Si jamais il y a un souci, voilà, on a de l'eau. Super, l'assistant au bon moment, merci. On avait parlé d'une bouteille d'oxygène aussi, s'il vous plaît. On la mettra en PLS et monsieur qui a applaudi, bah, vous pourrez venir à son chevet, d'accord? Pas de souci. Bon, donc on est indulgent avec Alex. Alors petite précision avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, comme Yannick vous l'a dit, notre sport il est encore complètement amateur. Donc on n'est pas rémunéré pour la pratique du rugby féminin quand on joue au plus haut niveau. Et c'est pour ça que dans notre équipe, toutes les joueuses elles vont avoir en plus de leur vie de sportive, soit une vie professionnelle. Donc par exemple Alex elle est responsable de communication dans un groupement immobilier au quotidien. Moi je m'occupe de développer l'entreprise qu'on a créée tous les trois. Ou alors si elles sont trop jeunes, elles vont avoir leur vie étudiante en parallèle. Et on va essayer de concilier comme ça nos différentes vies. Simplement parce que des garçons qui jouent en top 14, ils gagnent 5, 10, 15 000 euros par mois. Nous, on ne gagne pas d'argent. Il faut pourtant s'assumer financièrement et gérer toutes les dépenses qui peuvent être les nôtres. Et on a un poste quand même qui est assez important, nous, dans notre budget mensuel. Ce sont tous les frais inhérents à la 3e mi-temps. Donc, bière, chips, pâté, vin blanc, vin rouge. Bon, vous imaginez tout ce qui se consomme au fond d'un bus. C'est à notre charge, hein, le club ne s'en occupe pas, donc c'est pour ça en fait qu'on travaille, c'est surtout pour gérer la 3e mi-temps. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous montrer quelques images de du rugby féminin, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'en voir. Vous allez découvrir à l'image 2 joueuses de notre équipe, Marine et Romane Ménager. Nous on les surnomme plutôt Parpaing et Brique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Caroline Boujard, le jeu au pied,
de l'international montpelliéraine. Attention Donc, la au rebond, première, en c'est couverture, Parpin. il y en a Rivo-Allen. Quelle puissance en touche parce que c'était un bras cassé. Et malheureusement, il y a une contre-attaque. Et là, Romane Ménager qui a récupéré le ballon. On Elle est s'en dans- laisse pas compter. Elle est dans le match, elle Ah est oui, dans elle cette ne finale. cherche pas Romane l'épaule Ménager, faite. Elle 19 ans, 20 ans, numéro 10 de cette équipe de Montpellier. Et la deuxième, sa sœur, Ballon Brick. récupéré par les Lilloises. Et avec encore. Non, là, c'est pas Romane, hein, c'est Non. Marine Ménager. C'est des sœurs Sa jumelles. sœur, oui, oui. C'est des sœurs jumelles. Elle joue 3 quarts. Non, mais il est vrai que les filles ne se ménagent pas. Là, on le voit, il y a de l'intensité dans ce match. Bon, voilà, ça vous donne juste une petite idée de ce que nous, on peut vivre le dimanche quand on joue. Ce que vous venez de découvrir à l'écran, entre joueuses, on appelle ça des pertes de dignité. Et l'objectif dans votre carrière, c'est d'essayer de perdre le moins souvent de fois possible votre dignité, parce que c'est des moments un peu douloureux, hein, quand vous vous retrouvez devant tout le stade sur les fesses, comme ça, on n'aime jamais trop. Et puis c'est souvent le moment, si pour une fois dans votre vie, vos parents sont venus vous voir au stade, bon bah là, ils quittent le stade, d'accord, hein? Ils ont un peu honte de dire qu'ils vous ont enfanté. Donc on essaye d'éviter la perte de dignité, mais elle est importante dans le sport de haut niveau, parce qu'elle permet quand même directement la remise en question et se rendre compte qu'on n'est pas tout le temps la meilleure et que le lendemain, il faut retourner bosser à l'entraînement. Bref, dernière petite aparté, tout le monde a remarqué ce petit logo en haut, c'est le logo de France 4. Ça veut donc dire que les matchs sont télévisés. Oui, très bien, je vois qu'apparemment personne n'était au courant. C'est pas grave, maintenant plus personne ne va se cacher derrière son ignorance. Quand vous voyez un petit peu de rugby féminin à la télé, vous ne zappez plus sur la chaîne, non, vous laissez le match être diffusé. Et comme ça, vous allez tous participer à augmenter les audiences pour le rugby féminin et vous aurez fait votre bonne action, d'accord ? Donc vous... Non, n'applaudissez plus, on sait très bien que c'est absolument pas spontané, on a remarqué, c'est pas un souci. C'est encore le monsieur qui est tente de m'amadouer à chaque fois que je parle, non, ça ne marchera plus. C'était pas lui, un autre, c'est pas grave. En plus, il est sur la pente descendante, donc j'y crois plus trop non plus. Bref, non, on va essayer surtout maintenant de ne pas rentrer dans le vif du sujet, à savoir vous expliquer nous pourquoi on est là, pour pouvoir un peu vous expliquer comment avec Alex, on a construit l'aventure collective dans notre équipe, comment on mène le groupe, parce qu'on a la chance toutes les deux d'avoir été pendant plus de 10 ans co-capitaine de l'équipe. Alors c'est une particularité parce que souvent dans les groupes, on a un seul capitaine, nous on est deux, et on pense que ça fait notre force. Et on va essayer de vous expliquer comment depuis des années, avec notre duo et notre complémentarité, on emmène les filles et on emmène le groupe, en espérant que ça puisse vous servir à vous aussi, dans vos différentes vies, parce qu'on est persuadé chez LGA Sport que tout à chacun, on vit différentes vies. Bon, vous, de toute évidence, vous n'avez pas la vie de sportif de haut niveau, hein, d'accord ? Ça se repère quand même au premier coup d'œil. C'est juste une question de gainage sur vos chaises, hein. Et là, clairement, il y a des gens qu'on peut vite perdre sur leurs chaises. Donc ça, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, mais vous avez tous votre vie professionnelle et puis toutes les autres vies que vous entreprenez une fois que vous avez quitté le bureau. Et on espère que ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, ça pourra peut-être vous inspirer dans tous ces projets-là. Et donc pour commencer, on va rapidement vous expliquer le début de notre histoire avec l'équipe. Il faut savoir que cette équipe, elle a été créée en 1993, donc ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. Et malgré cette longévité, on a toujours eu des difficultés avec le groupe à vraiment trouver notre identité d'équipe, à savoir ce qu'on était et quelles étaient les valeurs auxquelles on pouvait se raccrocher. Alors que maintenant, si vous faites des recherches sur nous, vous allez entendre parler des joueuses de rugby de Villeneuve-d'Ascq comme étant les putains de nanas de Villeneuve-d'Ascq. Donc les putains de nanas, c'est notre identité et on a une véritable histoire derrière ça. Souvent, ça interpelle un peu parce que dans le championnat, les surnoms, c'est plutôt de l'ordre animalier. On a les louves de Bobigny, les lionnes de Bordeaux, les coccinelles de Montpellier. Chacun son identité. Nous, on s'appelle les putains de nanas parce qu'un jour, on a un entraîneur qui a décidé de nous motiver avant un match important. Et pour nous motiver, il a réalisé le discours d'avant-match. Cet entraîneur, c'est le barbu à l'écran, Damien. Et pour réaliser ce discours, il nous a demandé de nous mettre en cercle, de nous serrer, et il nous a posé une question. Les filles, est-ce que vous savez ce que vous êtes ? Bon, nous, on ne savait toujours pas ce qu'on était. La philosophie, dans un groupe de rugby féminin, vous oubliez, hein, on est quand même conscient de nos capacités intellectuelles. Personne n'a répondu. Et il nous a dit, vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas parce que vous passez toutes vos soirées à vous entraîner pour pouvoir jouer le dimanche. Vous êtes des putains de nanas parce que vous sacrifiez tout pour avoir le droit de porter le maillot. Alors maintenant, si vous êtes des putains de nanas, il va falloir montrer à tout le monde ce que c'est que d'en être une. Et ce jour-là, il nous a répété tellement de fois qu'on était des putains de nanas qu'en sortant du match, on s'est dit que c'était ça, nous, l'identité qu'on voulait avoir. On voulait pas être des guerrières, on voulait pas être des lionnes, on voulait pas être des gazelles, mais on voulait être des guerrières. Des filles qui n'allaient rien lâcher sur le terrain.
Et donc, on a utilisé ce terme de putain de nana comme étant notre identité, alors que quand Damien nous a récupérés au moment où il a fait ce discours, on était dans une situation un peu difficile. On n'était plus en première division, mais on était en seconde division. On avait été rétrogradé après une saison catastrophique. Notre staff était parti, beaucoup de joueuses avaient quitté l'aventure, et lui, il était arrivé avec son staff en se disant qu'il allait pouvoir faire quelque chose de notre équipe, mais qu'avant de vouloir avoir des résultats, il devait se concentrer à reconstruire le collectif. Et pour pouvoir faire ça, dès les premières semaines de fonctionnement avec nous, il nous a imposé 2 règles à respecter avec le groupe. La première règle, c'est une règle de jeu qu'on appelle entre nous la Bible. La Bible, ça correspond à notre projet de jeu. Comme vous, dans vos entreprises, vous avez un projet d'entreprise avec des objectifs à atteindre et des stratégies à mener pour les atteindre. Eh bien nous, notre Bible, c'est un classeur avec toutes les stratégies qui correspondent à la vision qu'ont les entraîneurs de voir le rugby. Comment on joue en attaque, comment on joue en défense, ou comment chacune joue selon son poste. Et tout le monde, dès le départ, a dû apprendre la Bible par cœur pour qu'on ait un cadre commun qu'on n'avait pas auparavant. Et puis ensuite, la deuxième règle, c'était plus une règle de jeu, mais une règle de vie toute simple. Tu joues si tu t'entraînes. À savoir les filles, pour pouvoir réussir ensemble, il va d'abord falloir comprendre le sens du mot investissement, le sens du mot engagement. Et tu peux être la meilleure joueuse de cette équipe, tu ne joueras le dimanche que si tu viens t'entraîner 5 fois par semaine avec tes coéquipières. Que si vous faites grandir et progresser mutuellement. Et c'est comme ça qu'on est reparti au fin fond de la 2e division, avec ce nouveau staff, ce nouveau projet et ces nouvelles règles, et qu'on a commencé tout doucement à réécrire notre histoire. Et nous, les anciennes, qui avons assisté il y a presque 10 ans maintenant au discours où on nous a appelés les putains de nanas, eh bien on explique, saison après saison, aux nouvelles recrues, d'où nous vient notre identité et comment elles aussi, à leur façon, elles vont pouvoir apporter leur petite pierre à notre édifice collectif. Alors les coachs ont eu raison de croire en nous parce qu'on a eu un parcours assez exceptionnel depuis leur arrivée. On vous a mis une petite frise chronologique sur toutes les années qu'on a vécues avec eux. On va le balayer très très rapidement, juste pour vous montrer que dès qu'ils sont arrivés, on est remonté au plus haut niveau du rugby féminin français en 2011. On a retrouvé le top 8, le top 16 actuellement. Et puis toutes les années qui ont suivi avec eux, on a toujours réussi à se qualifier dans le carré final, à être dans les 4 meilleures équipes du championnat de France. C'est très très rare pour une équipe de rester à ce niveau pendant autant d'années. Nous, on l'a réussi et notre objectif final, c'était de réussir à gagner le titre de championne de France. Alors, on a vécu des demi-finales qu'on a perdues, on a vécu de nombreuses finales qu'on a perdues aussi. Et pour nous, l'année de la consécration, l'année où tout vraiment nous a réussi, c'est l'année de 2016 où on est championne de France. Normalement, là, vous pouvez applaudir, mais bon... Tu les as calmés, Laura. Merci de vos applaudissements. Très sincères et spontanés. Et puis, on aime bien revivre aussi ces applaudissements parce que dans le stade, le jour de la finale, il n'y avait pas autant de monde dans la tribune. Donc, ça nous fait toujours plaisir de revivre ce moment 2 ans après. Le pire, c'est que là, vraiment, c'est vrai. Oui, là, c'est vrai. Donc bon, on a été championne de France, comme Alex vient de vous le dire, mais bon, c'est pas le plus important. De toute façon, apparemment, généralement, quand on le dit, les gens sont pas non plus super heureux pour nous. Ils se rendent pas compte à quel point ça a été difficile. C'est souvent ça quand on n'est pas très sportif. Donc on vous en veut pas, c'est pas grave. Mais du coup, on n'en parle plus. On va surtout vous expliquer un peu les étapes qu'on a mises en place avec le groupe pour réussir à avoir ce parcours, le titre en 2016, certes, mais aussi comment on a eu cette longévité avec l'équipe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'on joue au rugby, tout le monde associe ça rapidement à une notion classique dans ce sport, c'est la notion d'esprit d'équipe. Alors que nous, avec les filles, on parle assez rarement d'esprit d'équipe, parce qu'on s'est construite entre nous une autre notion qui nous aide plus dans notre quotidien. Cette autre notion, c'est la notion de supplément d'âme. Parce qu'Alex et moi, toutes les deux, en tant que capitaine, on considère qu'à un moment donné dans la saison, toutes les filles qui composent le groupe, elles peuvent en devenir le supplément d'âme. À savoir, être une personne qui pourra faire la différence pour l'équipe. Mais pour que les gens soient des suppléments d'âme avec nous, il faut d'abord en créer les conditions. Et créer ces conditions, c'est assez facile, mais ça dépend de tout le monde. Et nous, en tant que joueuses, au final, on a juste une seule chose à faire. C'est ne pas se poser la question de la légitimité des filles qui composent l'équipe. Nous, on est joueuses, nos coéquipières, on ne les choisit pas. Ce sont les entraîneurs, le président qui les recrute. Elles débarquent à l'entraînement, elles mettent un maillot, elles font partie d'équipe. On n'a rien à dire. En revanche, charge à nous de les intégrer du mieux possible pour que ces filles-là, ensuite, elles puissent être performantes sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être performant
pour ce pourquoi il a été recruté s'il ne se sent pas bien dans le collectif dans lequel il évolue. Et ça, nous les joueuses, on a le pouvoir de le créer. Et on a d'autant plus de chance qu'on joue à un sport, le rugby, qui nous apprend très vite que de toute façon, dans une équipe, on a besoin de tout le monde et que chacun va pouvoir apporter. Et le rugby, c'est un sport qui va vous apprendre à aller chercher la force chez chacune de vos coéquipières. Je vais simplement vous expliquer 2 petits exemples pour que vous puissiez comprendre comment on transcrit au quotidien le supplément d'âme. Le premier exemple, c'est celui d'une joueuse que vous voyez arriver sur le terrain. Bon, et quand elle débarque, vous comprenez tout de suite que ça ne va pas être la plus rapide de l'équipe. Non, elle est un peu grosse, elle a un bon gabarit, et on pourrait très bien se dire un petit peu difficile de la faire jouer parce qu'elle risque d'être en difficulté face à nos adversaires les plus rapides. Eh bien en fait, le rugby, il va vous apprendre à trouver la meilleure place pour exploiter la force de cette joueuse. Alors on vous a mis à l'écran des copines qui mangent bien à la cantine quand même. On a Mia, on a Jade, et ces filles-là, quand elles débarquent, peut-être qu'elles considèrent leur physique comme une petite gêne ou un petit handicap dans leur vie sociale. Eh bien nous, on va en faire une force sur le terrain. Parce qu'on n'en a rien à faire du fait qu'elles courent moins vite que les autres. Non, ça c'est pas notre problème, c'est ce qu'elles sont. Et tant mieux, parce que justement, on va pouvoir utiliser leur physique, leur gabarit, pour leur demander de faire ce que les joueuses dans l'équipe qui sont plus rapides et donc plus menues sont moins capables de faire, à savoir prendre le ballon et faire avancer l'équipe, faire reculer les adversaires. Et en faisant ça, vous transformez quelqu'un qui au départ a peut-être pas forcément confiance en elle, en quelqu'un qui a un véritable rôle à tenir dans l'équipe, avec des responsabilités à assumer en fonction de ses capacités. Et que c'est comme ça que vous pouvez la mettre en situation de confiance pour qu'elle puisse s'exprimer. Mais quand on vous livre cet exemple, on sait très bien qu'il est classique dans le monde du rugby. Vous allumez la télé, vous allez voir des gabarits qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres sports et qui sont surtout en décalage avec leurs coéquipiers. On va donc vous expliquer un deuxième exemple qui est beaucoup moins classique et qu'on a eu la chance, nous, de vivre chez les putains de nanas. Cet exemple, c'est celui de la joueuse qu'on voit à l'écran ici, la petite blonde, qui s'appelle Jeanne. Et Jeanne, elle a débarqué chez nous à l'âge de 18 ans en disant voilà, je veux jouer au rugby, j'adore ce sport, mais on m'a toujours interdit de le faire pour la simple et bonne raison que je suis épileptique. Et le problème d'une joueuse épileptique qui joue à haut niveau, c'est qu'elle ne peut pas finir un match. Souvent, au bout de 20-25 minutes, elle fait une crise d'épilepsie sur le terrain et elle doit sortir. Et c'est pour ça que les autres clubs ne voulaient pas forcément qu'elle vienne jouer avec eux. Donc nous, nos entraîneurs, au lieu de lui dire désolé ma petite, je crois que le rugby c'est pas pour toi, va essayer un autre sport, ils lui ont dit non, tu veux jouer, viens chez nous. Et ils se sont posés une question. Ils se sont demandé qu'est-ce qui fait sa force à cette gamine. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce qui fait la force de Jeanne, c'est aussi ce qui fait la raison de son épilepsie. Une espèce de boule d'énergie qu'elle a en elle, qu'elle a du mal à contrôler parce que c'est quelqu'un qui a un passé assez lourd et qui gère mal ses émotions. Et quand cette énergie, on peut la canaliser et la mettre sur le terrain, et bien en fait, ça dégomme tout ce qui passe. Donc on dit viens, tu veux jouer, tu vas jouer. Tu vas pas jouer à un poste où il faut réfléchir, parce que bon quand même, si vous attardez 2 secondes sur le regard de Jeannette, bon, hein, vous comprenez que sur le terrain, elle n'était pas très lucide, ça c'était pas sa force. Mais en revanche, tu vas jouer à un poste où tu dois pas te poser de questions, et toute ton énergie, là, tu vas l'utiliser à nous plaquer toutes les filles d'en face dès qu'elles ont le ballon. Et en fait, ils ont fait pour Jeanne ce que personne n'avait jamais fait auparavant pour elle. Ils lui ont donné sa chance. Ils lui ont donné sa chance sans se soucier, on va dire, de sa faiblesse apparente, son épilepsie, mais en se concentrant sur ce qu'elle pouvait nous apporter avec sa particularité. Et quand elle jouait dans l'équipe, on n'avait sûrement pas une demi-portion ou un petit boulet au pied comme on aurait pu l'imaginer au départ. Non, elle avait tellement à cœur de prouver qu'elle était au niveau qu'on voyait absolument aucune différence quand elle était sur le terrain. Et évidemment, toutes les filles de l'équipe ne sont pas épileptiques, et encore heureux parce que c'est parfois compliqué à gérer la PLS en plein milieu du match, mais tout le monde arrive dans un groupe en ayant ses forces et ses faiblesses. Tout le monde. Et nous, on se concentre entre joueuses avec le staff pour aller chercher ce que les filles ont de meilleur et les mettre dans des positions où elles vont être suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer leur talent sur le terrain au service de l'équipe. Alors, pour que toutes ces personnes comme Jeanne soient en situation de devenir des suppléments d'âme, il y a une chose essentielle à mettre en place dans notre équipe, chez les putains nanas, c'est la communication. La communication dans tout ce qu'elle a de fort pour un collectif. Alors chez nous, elle est omniprésente, elle est quotidienne.
On vous a mis une petite phrase qui est pour nous est très parlante parce que les coachs nous la répètent à chaque entraînement, à chaque match. Si tu ne parles pas, tu es morte. Si tu ne parles pas, tu n'existes pas pour le collectif. Vous imaginez à un entraînement où il y a une fille qui ne communique pas, qui n'échange pas, c'est très difficile pour toutes les autres de la trouver sur le terrain, de lui faire une passe et de la mettre en évidence sur le terrain. Donc pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous, je vais vous décliner la force de la communication chez les putains nanas en 3 piliers. Le premier pilier, c'est communiquer pour bien vivre ensemble. Communiquer pour être bienveillante entre nous. On a besoin de se connaître, se faire confiance sur le terrain pour pouvoir performer. Alors nous, quand on arrive dans notre groupe, il y a 30 nanas, on est toutes différentes, avec des personnalités différentes, on a toutes des affinités aussi différentes, on ne peut pas être toutes les meilleures amies du monde, c'est comme dans une entreprise, on a plus d'affinités avec certaines personnes et d'autres avec moi, mais on a toutes été engagées pour suivre le même projet. Et ça nous permet de communiquer ensemble et d'être bienveillantes entre nous sur le terrain. Parce qu'on se voit tous les soirs, donc il faut qu'on puisse communiquer tout ensemble, tous les soirs, pour pouvoir mettre en place le projet de jeu demandé par les coachs. Puis vous imaginez bien 30 nanas ensemble, parfois ça arrive, alors c'est très rare, mais il y a des petits conflits entre nous. C'est rare, messieurs, une à deux fois tous les 2 jours. Donc, ce qu'on demande aux filles, c'est de régler ces petits conflits le plus rapidement possible en dehors des moments de terrain, en dehors des moments d'entraînement et de match. Qu'elles aillent se voir toutes les deux et qu'elles règlent leurs problèmes. Si ça prend quelque temps, avec Laura, en tant que capitaine, on va les voir et on essaie de désamorcer le conflit le plus rapidement possible. Puisqu'il faut que le lendemain, on puisse s'entraîner tout ensemble dans les meilleures conditions. Et charge à nous de faire la meilleure chose pour qu'on puisse s'entraîner le plus rapidement ensemble. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est communiquer pour transmettre. Alors, vous, quand vous arrivez à l'entreprise, on vous donne un poste, des responsabilités et plein d'informations à ce poste. Eh bien, nous, c'est la même chose au rugby. On nous donne un poste, des responsabilités et plein d'informations. Et en plus de ça, on est en concurrence avec d'autres joueuses. Ça veut dire qu'on est 2, voire 3 joueuses à vouloir jouer le même poste le dimanche. Donc, on ne vous a pas expliqué tout à l'heure le poste auquel on jouait. Laura joue au poste de numéro 12, elle est centre, et moi je joue au poste du numéro 10, je suis demi d'ouverture. C'est un peu, entre guillemets, la tête pensante de l'équipe. Vous avez bien compris que Laura n'aurait pas pu assumer ce rôle, donc je l'ai pris pendant une dizaine d'années. Et moi j'ai joué 10 ans avec cette équipe, et j'ai eu la chance très souvent d'être titulaire à tous les matchs. C'est-à-dire que je commençais pratiquement tous les matchs de la saison. Et il y a une autre fille qui s'appelle Laetitia, qui était ma remplaçante directe. Et avec elle, à tous les entraînements, on passait notre temps à communiquer, à échanger sur la stratégie qu'on allait mettre en place le dimanche. Il fallait que toutes les deux, on soit d'accord sur ce qu'on allait faire le dimanche pour les matchs. Parce qu'à tout moment, quand le coach décide de me sortir, parce que je suis contre-performante, parce que je suis blessée, il faut que Laetitia puisse prendre ma place et qu'elle ait le même niveau d'information pour mettre en place le même rugby, le même jeu. Qu'il n'y ait pas de perturbation quand il y a une nouvelle fille qui rentre sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on communique énormément entre nous et que cette concurrence est très très saine. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et enfin, le dernier pilier, parce que c'est bien beau de communiquer pour bien vivre ensemble, communiquer pour transmettre des choses, mais nous, ce qui est le plus important, c'est communiquer pour performer. Donc on s'est créé des codes de communication qui se retrouvent dans la Bible. Il y a 20, 30 codes qui nous permettent de mettre en place les stratégies demandées par les coachs. Alors ces codes, c'est des couleurs, des chiffres, des villes qui nous permettent de mettre en place les stratégies. Donc je vais vous donner un code qui nous permet de jouer tout au bout sur le terrain. Quand on voit un espace libre au bout du terrain, on annonce le code rouge et la fille qui voit cet espace libre, elle crie rouge, qui est relayé de fille en fille pour arriver à la personne qui a ce ballon, qui décide d'amener ce ballon en zone rouge. À partir du moment où il y a une fille qui ne relaie pas ce code, la stratégie ne peut pas être mise en place. Voilà pourquoi il est très important de communiquer aussi sur le terrain. Donc voilà nos 3 piliers de communication qu'on a très rapidement balayés. Et enfin, on va vous montrer un dernier moment de communication qu'on vit tous les week-ends chez les putains nanas. Vous allez voir Laura qui prend la parole dans un vestiaire, c'est le discours d'avant-match. Écoutez bien tous ces mots parce qu'ils ont vraiment une importance et regardez ce que ça transmet comme émotion sur le visage de chaque fille. Voilà, on est en direct, on vous le rappelle, depuis ce stadium Lille Métropole, avec une image en direct des vestiaires. Écoutez cette séquence, la capitaine lilloise qui motive cette troupe, écoutez. Regardez-vous, regardez pas ailleurs, regardez-vous. Qui c'est qui va nous prendre ce putain de rêve? Personne. Ça fait 5 ans qu'on s'y file. 5 ans. On l'a dit, c'est pas les paroles qui comptent, c'est les actes sur le terrain.
pas sur des actes. Sur le terrain, ça sert à rien. Sortez à genoux, sortez blessés, j'en ai rien à foutre, mais sortez en ayant tout donné, les armes à la main. On s'abaisse les filles, on s'abaisse, allez, on s'abaisse. Eh oui, on pense évidemment dans... Bon, ne vous inquiétez pas. Non, n'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Je ne veux plus d'applaudissements. Vous les gardez pour Alex. Alors, vous inquiétez pas, on sait très bien qu'il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on vous montre, nous, à l'écran, et ce qu'on est prêt à faire juste avant de jouer le match, et vous, ce que vous voyez assis sur vos chaises, en train de digérer votre petit croissant. C'est pas le même état d'esprit. Mais simplement, si on tient à vous montrer des images de vestiaire, c'est parce que nous, à force de faire des discours d'avant-match tous les dimanches, on s'est rendu compte que les mots, ils avaient un pouvoir sur les groupes. Les mots, ils ont le pouvoir de créer de l'émotion. Et ça n'est jamais facile de prendre la parole devant les autres. Jamais. On croit toujours qu'on va être jugé, qu'on va pas être écouté, qu'on va pas réussir à transmettre le bon message. Nous, tous les dimanches, on a peur de se tromper quand on fait le discours aux filles. Mais si on ne le fait pas, on ne se donne même pas la possibilité de créer ce genre de moments qui sont extrêmement formateurs pour les groupes. Parce que c'est dans ces moments-là, quand on est capable de se regarder dans les yeux et de se dire les choses, de se dire qu'on est là les unes pour les autres et qu'on va pouvoir compter les unes sur les autres, qu'on va réussir à faire grandir le groupe et à augmenter l'intensité des liens qui nous unissent. Et comme ça, sur le terrain, quand on sera en difficulté, quand on va tomber sur une équipe qui est un peu plus forte, on saura qu'on est là et qu'on peut être solidaires les unes envers les autres. Si on oublie ce passage-là, si on oublie de se dire les choses et si on oublie de s'engager mutuellement les unes envers les autres, peut-être que quand on sera dans le dur, il va nous manquer ce petit plus qui va nous aider à passer la difficulté. C'est pour ça que nous, évidemment, on compte beaucoup sur ces moments de communication pour faire grandir le groupe. Mais malgré tout, quand on a fait tout ça, on n'est pas encore arrivé au bout. On n'est pas arrivé au bout parce que le rugby, c'est un sport très exigeant qui vous demande d'aller encore plus loin dans la notion du collectif. Et il vous demande d'aller plus loin parce qu'il vous apprend une autre notion que vous ne connaissez pas au départ et que vous commencez à comprendre en enfilant le maillot, puisqu'il vous explique ce que c'est que l'abnégation. Il vous explique que pour pouvoir réussir en équipe, il va falloir être capable de s'effacer un peu soi-même pour entrer dans le collectif, pour entrer dans une entité qui, quoi qu'il arrive, vous dépasse. Et le rugby, en fait, c'est un sport qui est assez merveilleux parce que ces règles ont été construites de manière à ce que sur le terrain, seul, vous n'existiez pas. Seul, vous ne pouvez pas vous en sortir, et même si vous avez envie, c'est pas possible, simplement parce que la règle principale du rugby, elle dit que quand vous avez le ballon, vous êtes plaqué et vous tombez au sol, vous êtes considéré par le règlement comme joueur mort. Vous n'avez plus le droit de toucher la balle, c'est interdit, vous devez la lâcher, et donc votre adversaire peut passer, prendre le ballon et partir avec. Donc même si vous êtes la meilleure joueuse du monde, vous avez forcément besoin des autres pour vous en sortir. Bon, et comme je ne suis pas sûre que tout le monde regarde France 4 quand il y a du rugby féminin à la télé, juste, on vous a mis une petite image de rugby où une de nos joueuses, Milena, a le ballon. Et Milena, en tant que porteur de balle, elle est considérée comme porteur de décision. Elle décide de ce qu'elle fait avec son ballon, et là, elle décide de mettre une percussion à notre adversaire. Elle est en déséquilibre avant, elle va bientôt être au sol, et quand elle sera au sol, elle devra lâcher la balle, puisqu'elle sera considérée comme joueuse morte, et nos adversaires en noir et rouge pourront l'y prendre. Et bien dans cette situation, Milena, en tant que porteur de décision, si elle veut que son action continue à être positive pour l'équipe et qu'on garde le ballon, elle va devoir compter sur l'action d'une autre joueuse, celle qui est à côté d'elle, debout avec son tatouage, et qui est son soutien. Et le soutien, sur le terrain, il a pour rôle d'être là pour protéger le porteur de décision et protéger le ballon pour l'équipe. Le soutien est là pour bonifier les actions du décisionnaire. Et chez nos adversaires, c'est la même chose, puisqu'on a une fille ici qui est au sol, qui a pris une décision, la décision de faire un plaquage. Bon, petite perte de dignité, c'est pas le plus grand plaquage du siècle, ses parents ont quitté le stade à elle aussi, tant pis pour elle. Eh bien, cette joueuse, si elle veut que son action ne soit pas totalement vaine pour son équipe, elle va devoir compter aussi sur l'action d'une de ses coéquipières, celle qui est encore debout, en noir et rouge, et qui est également son soutien. Et le rôle du soutien, dans cette situation, ça va être d'être là pour compenser l'action ratée par le porteur de décision. Réaliser le plaquage à la place de la coéquipière. Donc sur le terrain, les soutiens sont là pour bonifier les actions
positives des décisionnaires, mais aussi pour compenser leurs actions négatives. Et c'est en ça, en fait, qu'on comprend très vite l'importance de l'abnégation quand on joue au rugby. C'est parce que, quoi qu'il arrive, le groupe est plus fort que tout. Le groupe est plus fort que tout parce que quand on joue, on va toujours alterner en des moments où on est porteur de décision ou des moments où on est soutien. Et le groupe, il a la capacité, à travers l'action des soutiens, d'aller rechercher toutes les décisions des porteurs de balles, qu'elles soient au départ positives ou négatives pour l'équipe. Alors pour bien comprendre la force du collectif, les coachs, dès leur arrivée, ont mis en place un stage d'intégration. Nous, on l'a très vite surnommé stage commando, vous allez comprendre pourquoi. Et ce stage se déroule tout le temps le dernier week-end d'août. On se retrouve au clubhouse de Villeneuve d'Ascq et on part dans la ville du coach. Donc ça fait 8 ans qu'on a le même coach, 8 ans qu'on va dans la même ville. C'est Royan, on vous déconseille Royan. N'allez pas là-bas. Donc on part de Villeneuve d'Ascq jusqu'à Royan en bus, on voyage toute la nuit, on arrive à 7h du matin à Royan, on dépose rapidement nos affaires au camping, on prend un petit déjeuner et là on part pour 8 km de course à pied, direction le terrain d'entraînement, on fait nos 2 heures d'entraînement, on repart, 8 km de course à pied, on revient au camping, on prend notre repas du midi, ensuite on repart, 8 km de course à pied, direction le terrain d'entraînement, on fait nos 2 heures et on revient. Je ne vais pas vous décrire les 3 jours du stage parce que c'est exactement les mêmes, vous avez bien compris, que là ils étaient en train de nous tester physiquement et mentalement parce qu'on n'est pas du tout habitué à s'entraîner autant. Et dans ce stage, il y a un samedi soir, comme tous les week-ends, et nous on adore les samedis soirs, mais celui-là, il nous oblige à sortir en boîte de nuit. Alors tous les autres week-ends de l'année, on a envie de sortir, mais on n'a pas le droit, et celui-ci, on est obligé de sortir en boîte de nuit. Donc il nous demande d'aller nous faire belle, on fait ce qu'on peut, on va changer, on monte dans le bus, direction la seule boîte de nuit de Royan, il y a peut-être des connaisseurs, le Rancho, qu'on vous déconseille aussi. C'est la seule boîte de nuit ouverte et c'est le seul week-end où il pleut très régulièrement. Donc on va en bus dans cette boîte de nuit, on arrive 22h, 23h, on retrouve le sourire parce qu'on prend notre première bière. 1h du matin, 2h, tout le monde danse. 3h, le groupe est pratiquement assis. 4h, tout le monde assis. 5h du matin, le bus arrive. On monte dans le bus, direction le camping. On arrive dans nos chambres, on s'installe, on dort. Et là, 5h30, le préparateur physique débarque et on part pour 2 heures de footing commando sur la plage. Vous avez bien compris que c'est notre deuxième nuit blanche, que ça devient un peu plus compliqué. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec 30 filles, il n'y a personne qui est susceptible. Vous imaginez le carnage. Donc, le préparateur physique s'agace très rapidement. Il nous demande d'aller entièrement dans l'eau et on fait des petits exercices dans l'eau. Ça nous calme, on ressort de l'eau. Et là commence l'exercice très compliqué. On fait de longues courses sur la plage, on monte des dunes, on redescend des dunes, on creuse des trous, on passe sous les trous. Et au fur et à mesure de ces exercices demandés, le groupe commence tout doucement à s'étirer tout au long de la plage. Il y a 100 mètres, 200 mètres qui séparent les premières et les dernières. Et comme chaque année, les premières vont faire demi-tour et se placer derrière les dernières. Et les dernières vont être leaders pendant quelques temps. Alors ça ne dure pas très longtemps parce que les exercices sont très compliqués, 30, 40 secondes. Elles vont tirer le groupe. Et puis au fur et à mesure, les premières commencent de nouveau à prendre de la distance avec les dernières. Et elles vont aller les rechercher, ainsi de suite. Et ça, c'est un peu la métaphore de notre saison. C'est ce qu'on apprend pendant ce stage de Royan. Parce qu'à tout moment, pendant les entraînements, pendant les matchs, il va y avoir des filles en difficulté. Et le groupe se doit d'aller chercher chaque fille en difficulté. Alors si on apprend que le collectif est plus fort que tout sur la plage de Royan à 5h du mat', il faut se rendre compte qu'à l'échelle de notre saison, on n'est pas tout le temps tout ensemble avec le collectif. On n'est pas tout ensemble simplement, comme Alex vous l'a dit tout à l'heure, parce qu'en fonction de notre poste, on va appartenir à une sous-équipe dans l'équipe. Toutes les filles qui portent du numéro 1 au numéro 8, elles appartiennent à ce qu'on appelle les avants. Les avants, plus communément appelées les grosses, sont les joueuses qui jouent les touches et les mêlées. Petite précision sur le surnom des grosses, vous avez bien compris qu'on n'était pas du tout dans le jugement. Non, l'entraîneur des avants s'appelle l'entraîneur des grosses, puisque lui c'était aussi un ancien gros quand il jouait au rugby. Et elles ont un rôle important dans le dispositif, puisqu'en effet, elles jouent les touches et les mêlées, parce que ce sont nos joueuses les plus puissantes, les plus physiques, et qui ont donc les meilleures capacités d'avancer. Typiquement, Parpin fait partie des grosses, et quand vous la voyez arriver devant vous, lancée comme un avion de chasse, eh bien en face, pour éviter de perdre sa dignité, on ne s'y met pas toute seule pour l'arrêter, mais on s'y met à 2 ou à 3. Et donc l'action des avants, ça permet de concentrer les défenseurs adverses qui essayent de les arrêter
Et ça libère donc des espaces pour la deuxième catégorie de joueuses, celle qui porte du numéro 9 au numéro 15 et qu'on appelle les arrières. Donc les arrières, ce ne sont pas les plus physiques, mais ce sont les plus rapides, les plus explosives, les plus belles, qui marquent beaucoup d'essais. D'accord ? Ils ont compris. C'est QFD, ok ? Très bien. Donc, Alex et moi jouons numéro 10 et numéro 12, bien qu'Alex, sa dernière saison, elle a fait un peu de numéro 8. Hein, elle est passée de l'autre côté. Tout ça pour vous dire que moi, par exemple, en tant que numéro 12, dans un match, jamais je ne fais une mêlée. Je ne suis pas formée pour ça, je ne suis pas assez puissante. Ça nécessite quand même de mettre sa tête au milieu de tous ses fessiers. Je n'ai pas le diplôme, d'accord ? Donc moi, je ne fais pas ça. Et à l'entraînement, donc, je ne m'entraîne non plus jamais à faire des mêlées. Ce n'est pas mon job. Et c'est pour ça que quand on s'entraîne et qu'on se retrouve tous les soirs pendant 2 heures, la première heure, on travaille de manière complètement séparée. Les avants d'un côté, les arrières de l'autre, et chacun bosse ses stratégies et ses spécificités. On appelle ça travailler en collectif de lignes. La ligne des avants et la ligne des arrières séparément. Et puis la deuxième heure, on se retrouve pour travailler non plus en collectif de lignes, mais en collectif total. Tout ensemble, en fonction de nos postes sur le terrain, on va essayer de jouer ensemble pour remettre en place les stratégies demandées par les entraîneurs. Et c'est là où ça se complique un petit peu, parce que même si tout le monde apprend la Bible par cœur et essaye de donner ce qu'elle a de mieux sur le terrain, bon, vous savez ce qui se passe avec une stratégie, hein, normalement aussi vous avez vécu ça, on s'est assis autour d'une table, on a beaucoup réfléchi, on l'a écrit dans une Bible, et quand on essaye de la mettre en place, eh bien à un moment donné, ça ne se passe pas comme prévu. L'adversaire est plus fort, on va se tromper, et puis on se retrouve en difficulté. Et c'est là où il va falloir qu'on soit capable de s'adapter collectivement pour passer au-delà de cette difficulté. Et comme on avait des difficultés, nous, à le faire, justement, les entraîneurs, ils ont décidé de nous créer un code dans notre Bible pour qu'on comprenne que sur le terrain, tout n'allait pas tout le temps fonctionner et que c'était normal. Il y a des moments où on allait se tromper parce qu'on ne pouvait pas tout réussir. C'est la vie d'une équipe, de se tromper, d'être en échec et de devoir trouver des solutions. Donc le code, il est simple, le code c'est poubelle. Quand une fille se trompe, elle loupe son ballon, elle loupe son plaquage, elle fait une mauvaise passe, elle a envie de pleurer parce qu'elle croit qu'elle est nulle, la fille d'à côté, elle lui met une tape dans le dos et elle lui dit « poubelle ». Tu t'es trompé et alors ? C'est tout, maintenant c'est fait, on ne pourra plus revenir en arrière. Tu vas encore te tromper plein d'autres fois dans ta vie, il y a d'autres joueuses qui vont se tromper aussi, c'est pas grave. Donc maintenant, arrête de pleurnicher, relève la tête et continue à jouer. Parce que c'est pas parce que tu t'es trompé que le match s'est arrêté. Non, il va pas t'attendre. Les actions, elles continuent et nous, on a besoin de toi. Et donc les coachs, ils utilisent ce code de poubelle pour qu'on bascule mentalement. Pour qu'on comprenne que sur le terrain, mais comme dans la vie d'ailleurs, il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix. Bon choix ou mauvais choix. Et la règle chez les putains de nanas, avec les choix, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble. Parce qu'en se trompant ensemble, on va pouvoir transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible à ce moment-là. Mais que transformer les choix, ça dépend avant tout d'être capable d'en prendre l'initiative et de comprendre que ce sont nous, les actrices sur le terrain, qui sommes responsables de ce qu'on est en train de créer tout ensemble. Et juste rapidement, on va vous montrer ce que c'est qu'un mauvais choix quand vous jouez au rugby. Donc ça, vous voyez, c'est Alex qui s'est senti pousser des ailes et qui s'est dit, moi toute seule, je vais pouvoir aller affronter 3 joueuses du stade toulousain qui sont plutôt assez solides, d'accord ? Donc là, clairement, c'est un mauvais choix. Le bon choix dans cette situation, si elle a tiré 3 défenseurs, ça aurait été sûrement de faire une passe à une joueuse à côté qui doit être démarquée. Mais c'est tout, le mauvais choix, il est fait, c'est tout. Le mur, on va le prendre, c'est sûr. La question maintenant, c'est comment on transforme ce mauvais choix en le meilleur choix possible. Et là, le meilleur choix, c'est quoi ? C'est de se dire, bon, on va essayer de ne pas se faire couper en deux et de ne pas se faire voler le ballon, même si on est à 3 contre 1, parce que c'est ça qui est le plus précieux pour nous, c'est toujours avoir la balle. Mais dans cette situation, Alex, en tant que porteur de décision qui s'est trompée, toute seule, elle ne peut pas s'en sortir. C'est tout. Elle est finie. Elle doit forcément compter sur l'action des autres joueuses, nous, ses soutiens, pour transformer son choix. Et c'est là où nous, on a un rôle fondamental. Ça ne sert à rien en tant que soutien d'attendre que miraculeusement notre décisionnaire s'en sorte. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. À nous de transformer ce qu'on est en train de faire et de venir prendre l'initiative, de la soutenir pour se retrouver non plus à 3 contre 1, mais à 3 contre 2, puis à 3 contre 3, terminer cette situation difficile et garder notre ballon pour ensuite jouer une autre action. Et donc quand vous jouez au rugby, on vous apprend que vous pouvez gagner des matchs
en réalisant une succession de mauvais choix que vous allez bonifier en équipe. Mais ça ne dépend que de notre action sur le terrain et de comprendre que c'est à nous de prendre l'initiative de transformer les choix. Et c'est pour ça que les entraîneurs nous demandent en permanence d'être actrices de notre projet et de prendre des initiatives sur le terrain. Mais nous, les capitaines, on a surtout compris que l'important avec l'initiative, c'était d'être capable d'en prendre en dehors du terrain. Et après tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, cette dernière partie, c'est sûrement la plus importante chez les putains de nanas. Parce qu'Alex et moi, toutes les deux, on est capitaines, mais on explique à nos joueuses qu'à deux, on est capitaine de rien du tout. Parce que le collectif, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois très précieux, mais donc aussi très fragile. Et qu'il faut arrêter de croire que ce sont juste des capitaines ou des entraîneurs qui gèrent des groupes. C'est faux. Nous, on ne peut pas motiver tous les soirs tout le monde pendant 10 ans. Impossible. À un moment donné, on s'épuise, on n'est plus entendu. Nous, notre rôle en tant que capitaine, c'est d'être là pour libérer l'initiative chez nos joueuses, libérer leur leadership et qu'elles comprennent qu'elles aussi, chacune à leur façon, elles sont des leaders qui vont pouvoir apporter au groupe et qu'elles peuvent être des suppléments d'âme en prenant des petites initiatives qui vont tirer l'équipe vers le haut. Et si à la place d'être 2-3 filles nommées par exemple capitaines, on est 20 ou 25 joueuses à s'impliquer et à s'investir, évidemment, on va décupler les forces du collectif. Alors comme le dit Laurent, on essaie de pousser les filles de notre équipe à prendre des initiatives. On vous a mis à un moment d'initiative qu'on a vécu. Donc maintenant, vous êtes des experts, vous avez bien compris. On est dans un vestiaire, on prépare un discours d'avant-match. Et ce jour-là, on préparait le match contre Montpellier. Et le week-end précédent, on avait malheureusement perdu contre le Stade Toulousain. On avait une semaine pour basculer et préparer ce match très important. Donc tous les entraînements ont été assez compliqués, on a eu du mal à se remettre en question, mais arrive le jour du match où on se rassemble, où on se prépare pour ce discours d'avant-match, on se met en cercle, d'habitude c'est quand même souvent Laura qui prend le discours d'avant-match, et ce jour-là, Romane, Parpin, décide de se mettre au milieu du cercle et décide de prendre l'initiative de prendre ce discours. Donc elle se met au milieu du cercle, elle tire avec elle une autre fille, Gabrielle, qui a tout juste 20 ans, qu'on voit à l'image, et Romane nous regarde et elle nous dit « Les filles, est-ce que vous vous rappelez des dernières statistiques du dernier match ?» Clairement, tout le monde se rappelait des dernières stats catastrophiques. Et elle nous dit « Ça vous dérange pas qu'une gamine de 20 ans, Gabi, elle a fait 20 plaquages la dernière fois? Ça vous dérange pas qu'elle fasse le boulot à votre place alors que vous étiez à 2-3 plaquages par fille? J'espère que toutes, vous allez vous remettre en question pour ce match et que toutes, vous allez vous mettre à travailler. » Il faut vous dire que le discours d'avant-match a duré 10 à 15 secondes. Pas du tout les discours qu'on a l'habitude d'entendre avec Laura ou moi-même. Et ce jour-là, Romane a décidé d'être leader de l'équipe, a décidé de prendre l'initiative. Elle avait décidé de nous préparer pour le match, mais elle avait aussi décidé de montrer à toutes les autres filles que n'importe qui pouvait prendre des initiatives dans ce collectif. Alors, on vous donne ce petit exemple d'initiative parce que nous, vraiment, en tant que capitaine, on pense que c'est ça qui fait la différence et qui peut vous transformer une saison qui est, on va dire, classique en une saison qui est magique où à la fin, vous allez chercher des titres. Et pour terminer, on va rapidement vous expliquer ce qui s'est passé pour nous en 2016 quand justement on a été championne de France. Cette année-là, comme tous les ans, on est parti en août à Royan pour notre stage d'intégration. On a été au rancho et on a couru sur la plage. Et on s'est surtout servi du stage du début de saison pour se fixer nos objectifs collectifs. La saison précédente, on avait terminé vice-championne de France, 2e, et on choisit d'avoir comme objectif pour la nouvelle saison d'être championne de France. Parfait. On commence l'année avec un premier match à domicile, chez nous, contre l'équipe de Rennes. Et l'objectif, c'est d'avoir une première victoire pour le premier match. Le match commence, et au bout de quelques minutes de jeu, il y a un en avant qui donne lieu à une mêlée. Donc une mêlée, c'est 8 grosses d'un côté contre 8 de l'autre, qui poussent comme ça et qui essayent de récupérer la balle. Sur la première mêlée, la poussée n'est pas totalement horizontale et tout le monde tombe vers l'avant. Ça s'appelle une mêlée écroulée. Les filles se relèvent, tout le monde, sauf nous, une de nos joueuses qui se blesse sur l'action et qui met de longues minutes à être évacuée. Le match reprend, on joue première, deuxième mi-temps, on gagne le match. Parfait, contrat rempli, on bascule au clubhouse pour la troisième mi-temps. On fait la fête, et au bout d'une petite heure, on a une dirigeante qui vient nous voir et qui nous demande de nous rassembler pour faire une petite annonce. Tout le monde se regroupe, elle prend la parole et elle nous explique en fait que notre joueuse qui s'était blessée sur la première mêlée du match, qui s'appelle Alice, avec le fait que toute la mêlée lui tombe dessus, elle s'est en réalité fracturée la cervicale C4, qu'elle est dans le coma, tétraplégique, au CHR de Lille. Donc nous, quand on nous explique ça, on bascule dans un tout autre univers.
Simplement parce qu'en tant que joueuse de rugby, jamais on ne pensait qu'il était possible d'avoir une blessure aussi grave. Ça n'arrive jamais sur un terrain. Et ce jour-là, ça nous tombe dessus. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre que quand ça s'est produit, les entraîneurs sont rentrés sur le terrain et nous ont dit « Vous inquiétez pas les filles, Alice va bien, on s'occupe d'elle, elle part pour un petit contrôle à l'hôpital, vous continuez à jouer. » Et nous, on était tellement concentrés sur ce qu'on devait faire qu'on avait gagné le match sans être perturbés par le reste. Et donc ce soir-là, on n'est pas capable de faire grand-chose en équipe et on décide qu'on va annuler l'entraînement du lundi soir pour se retrouver avec les filles. Donc le lendemain, on retourne au clubhouse et on s'installe sur des chaises, puis on commence à parler. Il y a des filles qui disent qu'elles sont extrêmement choquées, d'autres qui ne veulent pas reprendre le rugby ou au moins les entraînements sans savoir comment Alice va se réveiller et comment elle va récupérer. Et au fil de la discussion, commence à se poser la question de savoir si on va déclarer forfait ou non dans le championnat pour cette année, alors qu'on est équipe vice-championne de France en titre. Les entraîneurs sont avec nous, assis sur 2 chaises, ils ne disent rien à personne. Quand on dit qu'on veut faire forfait général, ils n'arrivent même pas à trouver les mots pour essayer de remobiliser l'équipe. Ils sont juste perdus. Nous, les capitaines, c'est pareil. On n'a absolument pas le courage de dire à nos filles « Bon, allez, maintenant, tout le monde se tait, mettez vos crampons, on va s'entraîner. » Pas possible. Et ce qui se passe ce soir-là, c'est qu'on a une joueuse qui se lève dans l'assemblée, qui arrête de pleurer, qui nous regarde et qui nous dit « Les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose cette question-là, qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice, elle, quand elle va se réveiller et qu'il faudra qu'elle mène, on va dire, le combat de sa vie, à savoir être capable peut-être un jour de remarcher. Donc aujourd'hui, les filles, on va se faire une promesse. On va se promettre que personne ne va déclarer forfait, qu'on va repartir en championnat, qu'on va gagner le championnat et qu'à la fin, on mettra Alice debout sur le bouclier. Cette joueuse, elle s'appelle Emeline et c'est quelqu'un dans le groupe qui est très discrète. Absolument pas le leader à la base, on l'entend assez rarement. Et bien ce jour-là, Emeline, elle a été capable de faire ce que les leaders annoncés, coach et capitaine, n'étaient plus capables de faire. À savoir être là pour le groupe, être là pour remobiliser tout le monde quand plus personne ne pouvait le faire. C'était elle en fait, notre capitaine du jour. Et vous le savez, il n'y a pas de suspense, cette année-là, on a été championne de France. On a été championne de France parce que des moments comme celui-ci, des moments de supplément d'âme, on en a vécu tout au long de la saison et de la part de toutes les filles. Parce que chacune avait compris que si on voulait aller au bout de l'aventure, ça dépendait aussi d'elle. Et qu'à sa façon, elle pouvait apporter pour porter le groupe et nous emmener jusqu'au bout avec toute l'équipe. Alors comme Emeline, on a vécu plein d'autres moments de supplément d'âme. On vous a mis quelques photos, mais je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. L'exemple, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Hélène, qui un jour, après un long déplacement dans le sud de la France, où on avait malheureusement perdu, on remonte en train, on n'avait pas du tout envie de fêter cette 3e mi-temps, mais elle décide de toutes nous rassembler. Et elle nous dit, voilà les filles, pour qu'on passe rapidement à autre chose, j'aimerais toutes vous inviter chez moi à manger un barbecue. Donc dès qu'il s'agit de nourriture, sachez que tout le monde répond présent. Donc tout le monde était là. Le week-end suivant, on se retrouve chez elle et on mange le barbecue. Et à la fin du repas, elle nous dit, les filles, en fait, je vous ai pas fait venir pour ça. Donc avec Laura, on se doutait bien qu'il se cachait un petit truc derrière ça. C'est la seule philosophe de l'équipe qui lit des livres pendant les déplacements. Allez savoir. Et elle nous le dit, j'ai lu dans un livre que si on serrait très fort un arbre, on pouvait puiser toute son énergie. Nous voilà dans la forêt du Mont Decca, à côté de chez elle, à toutes serrer un arbre. Alors clairement, on avait le sourire aux lèvres parce qu'on se demandait ce qu'on était encore en train de faire pour une joueuse de l'équipe. Et ce moment-là, il a été très important pour nous parce qu'il a resserré les liens entre nous, il a créé de l'émotion. Et puis c'était aussi la façon à Hélène de nous montrer qu'elle était là pour le groupe. Elle n'était pas forcément capable de prendre des discours d'avant-match, mais par contre, elle était capable de donner à sa façon à elle. Et ce petit moment, on le retient toujours parce que 3 ans après, on a toujours un petit groupe WhatsApp qui fonctionne avec des filles qui font des selfies avec les arbres dans la rue. Nous, on n'en a encore pas trouvé un renne, mais on va trouver un arbre pour repartir avec ce petit selfie. Mais on a laissé cette petite trace dans notre souvenir et je peux vous dire qu'on y tient très fort. On ne peut pas vous expliquer tous les moments de supplément d'âme qu'on a vécu parce que vous ne feriez plus aucune autre activité de la journée. Mais simplement, on vous donne ce petit exemple pour que vous puissiez comprendre à quoi ça tient d'être un supplément d'âme dans un groupe. Ça ne tient pas à être la meilleure joueuse sur le terrain ou de faire le plus beau des discours. Non, ça tient simplement à être capable de donner un petit peu plus que ce pourquoi on a été recruté. Nous, on a été recrutés pour jouer au rugby dans l'équipe. Tout le monde sait le faire, plus ou moins bien. C'est notre job, c'est pour ça qu'on est là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'engage tout ensemble pour créer l'aventure avec tout le monde ?
qu'est-ce qu'on donne en plus pour être un supplément d'âme? C'est ça le plus important. Et cette année-là, on en a eu d'autant plus besoin que malheureusement, Alice, elle s'est réveillée comme on nous l'avait expliqué, à savoir tétraplégique, et qu'elle a été emmenée dans un centre de rééducation, le centre Hélio-Marin, à Berck-sur-Mer, à 250 km de Lille. Et donc même si nous, on avait décidé qu'on allait jouer le championnat, les 3 premiers mois ont été un peu difficiles à gérer, parce qu'on allait à l'entraînement un peu à reculons, et qu'on n'osait plus trop faire des mêlées ou des plaquages pour ne pas revivre la blessure. Donc au bout de 3 mois, les coachs ils sont devenus fous, en nous disant « Ok, très bien, ici les filles, tout le monde veut jouer au rugby, mais plus personne ne s'entraîne correctement. Le rugby, c'est un sport où on peut se blesser, on le sait, on n'en a pas envie, mais c'est une réalité. Mais si vous voulez vraiment être championne de France, il va falloir vous en donner les moyens. Il va falloir être investie et rigoureuse. » Et c'est à ce moment-là, aux alentours de la mi-novembre, où Alex, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle aussi, elle y aille de son initiative, parce qu'en fait, depuis 3 mois, le groupe avait quand même du mal à se débarrasser un peu de cette culpabilité qu'on avait envers Alice, et on n'arrivait plus trop à avancer. Donc sur un week-end où on n'avait pas match, Alex, elle a fait croire qu'on était 3-4 à aller au resto avec Alice. On n'était pas 4, on était 50, il y avait tout le monde. Et ce moment, en plus d'être là tout ensemble pour donner beaucoup d'énergie à Alice et être avec elle, il nous a surtout permis de comprendre que oui, l'année, elle était difficile. Et que oui, ce serait compliqué jusqu'au bout, parce que ce qui nous arrivait, c'était difficile à encaisser, mais qu'au final, on était ensemble. Et qu'ensemble, on pouvait au moins décider de se donner les moyens d'arriver jusqu'au bout. On ne savait pas si on allait être championne de France en novembre, on ne savait pas si on allait y arriver, mais on savait, ce jour-là, qu'il fallait qu'on soit capable à la fin de l'année de se regarder dans les yeux pour ne pas avoir de regrets quand la saison serait terminée. Et si après ça, on a été serrer des arbres pour gagner des matchs, Alice, elle a mené son combat et sa rééducation. Alors petit à petit, elle a commencé à récupérer des petites capacités physiques jusqu'à pouvoir récupérer suffisamment pour avoir l'autorisation de sortir du centre et nous faire la surprise d'être avec nous quand on a joué la finale et quand on a reçu le bouclier de championne. La nuit va être longue du côté de Lille. Voilà, le Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah là là, ah, c'est extraordinaire. Magnifique Alice image. Dallery, blessée contre Rennes en championnat. Elle a failli rester sur un fauteuil, mais l'opération, c'est une miraculée, il faut le dire. Regardez, debout. Ah, quelle image, magnifique. Magnifique, que Debout sur le d'émotion. bouclier. Alice Dallery. Elle doit le savourer, elle. Regardez ce sourire. Alors juste, on vous a laissé un petit suspense parce que c'était plus beau à voir en vidéo que si directement je vous avais dit que quand elle était sortie, c'était en marchant. Alors qu'à l'époque, là, c'était quand même pas très assuré sur les guibolles. Il faut savoir qu'elle a descendu quelques packs de bière pour monter sur le bouclier. Elle n'était pas du tout neutre, mais que malgré tout, elle est sortie en 8 mois alors qu'on lui avait dit « Mademoiselle, peut-être que vous allez être là pour 10 ans dans ce centre. Ça dépend de votre récupération, si jamais vous récupérez. » Et qu'elle a quasiment tout récupéré. Maintenant, elle est complètement indépendante dans sa vie. C'est quelqu'un qui aura forcément tout le temps des séquelles de la tétraplégie. Elle a notamment une paralysie au niveau de l'épaule gauche qu'elle ne récupérera pas. Donc parfois, Alice est mal coiffée, donc on ne lui en veut pas. Mais que juste avant l'accident, elle était en 6e année de médecine, qu'elle conciliait déjà sport et études de haut niveau. Maintenant, elle est en 9e année. Elle a été autorisée à reprendre après avoir bataillé et fait tous les tests pour montrer qu'elle pouvait le faire. Elle sera normalement bientôt diplômée. Elle ne pourra plus jamais jouer au rugby de sa vie, mais elle continue à nous accompagner en étant dirigeante. Et nous, on sait très bien dans cette histoire qu'on a eu énormément de chance. On le sait très bien, on a vu des personnes qui ont ce genre de blessures et qui ne récupèrent pas, ou très très peu, au centre Hélio-Marin. Ça dépend de la façon dont la moelle épinière est touchée. Donc nous, on sait très bien dans cette histoire qu'on a eu beaucoup de chance et quelque part, c'est génial, en plus d'avoir été championne de France cette année-là. Mais si aujourd'hui, on vous a raconté ce qui nous est arrivé en 2016 et la façon dont on construit le groupe, c'est pas au final parce qu'on a été championne. Non, quand les gens nous disent « Les filles, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous jouez au rugby alors qu'à la fin du mois, vous ne gagnez pas 1 euro ?» Jamais on leur répond « Bah, c'est pour être championne de France. » Non, ça fait 15 ans qu'on fait du haut niveau, le bouclier, on l'a eu une fois. S'il n'y a que pour ça qu'on s'entraînait, mais il y a bien longtemps qu'on a arrêté. À ces gens-là, on leur explique qu'on joue au rugby pour vivre ce qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs. Parce que vouloir être champion, c'est très bien. Vouloir être premier, c'est une chose. Mais si on ne se concentre que sur ça, les années où on n'y arrive pas, le groupe, il explose. C'est pour ça que nous, on demande à nos joueuses de se concentrer avant tout sur ce qu'on a envie de vivre au quotidien, ce qu'on a envie de créer entre nous.
Parce qu'avant de vouloir réussir son aventure, il faut d'abord se donner les moyens de la vivre. Et la vivre, c'est quoi? C'est venir s'entraîner tous les jours, s'engager et s'investir ensemble pour faire grandir le groupe et le faire monter en compétences. Mais quoi qu'il arrive, il ne pourra pas y avoir d'aventure collective sans aventure humaine au départ. Et quand moi je vous dis collectif, ça peut être sportif, professionnel, associatif, tout ce que vous voulez. Il faut d'abord construire l'aventure humaine. Et c'est pour ça que nous on demande à nos joueuses d'être à leur façon des suppléments d'âme. Parce que plus on va multiplier les petits moments qui vont générer de l'émotion et du lien dans le groupe, plus on va se rendre l'aventure intense et belle, et plus ce sera facile de repartir quand une saison elle a été compliquée ou quand on n'a pas rempli les objectifs. Et on va terminer simplement en vous donnant une petite phrase qu'on a l'habitude de répéter à nos joueuses pour qu'elles se mettent bien dans le crâne, que ça dépend aussi d'elles et que tout ensemble, on peut réussir à inscrire dans notre inconscient collectif des moments qui nous rendent plus forts tout ensemble. L'idée, c'est de se dire qu'au final, le plus important, c'est d'être capable de vivre ensemble et intensément les projets. Alors, restez debout, c'est très bien. Il se rattrape, Laura. Oui, n'essayez pas de vous rattraper. Non, un grand merci. Même si le jour de la finale, c'est vrai que pour le coup, ça faisait moins de bruit presque. Ouais. Non, merci beaucoup, ça nous touche, ça nous fait énormément plaisir. Alors, le timing est très short pour que vous puissiez après aller en pause, on va donc enchaîner. Très bien, vous avez prévu de vous lever, c'est ce qu'on voulait que vous fassiez, même si on a bien entendu les genoux craquer sur la pente descendante. Donc pour s'échauffer pour la suite des événements, juste on va faire un petit truc très tranquille. On va vous demander tous ensemble de faire une petite roulade avant. Ils sont pas chauds. Non, on va vivre tout ensemble un petit moment de collectif, histoire que vous repartiez d'ici en me disant moi aussi je suis une putain de nana. Un truc très très simple, ça va vous donner un petit peu d'énergie pour les 2 jours qui suivent, comme ça vous pourrez enchaîner toutes les mi-temps. On va préparer ensemble un petit moment de haka pour se donner un peu d'énergie. Ne vous inquiétez pas, ce serait faire honte aux Néo-Zélandais de dire qu'on va faire un vrai haka, hein, d'accord? On va juste en vivre une petite minute tout ensemble avec des gestes très très simples à la portée de tous. Vous allez voir, même Alex, malade, elle peut y arriver. Je vais poser mon micro là. Donc, vous allez faire exactement ce qu'elle fait, je vais vous guider. Donc, pour commencer tous ensemble, on va essayer de taper de manière simultanée 2 fois sur nos cuisses. Alors, attendez, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, là, c'est déjà parti à gauche partout. Donc, le mot simultané, d'accord? C'est un adverbe. Oui, qui va demander que tout le monde soit coordonné, qu'on parte en même temps. Je vais vous donner un go. Attention, prêt, go. Pas mal. Attention à faire la même chose sur les coudes. Attendez, j'explique. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. D'accord? Attention, prêt, go. Pas mal. Attention, maintenant, très compliqué, on va faire la même chose. On va taper 2 fois dans ses mains. Oui, bah voilà, vous avez... Voilà, et mon go. On a l'habitude de gérer des équipes et c'est toujours comme ça. Il y en a toujours qui partent dans tous les sens. Prêt, go. Ok, pas mal. Donc on va faire un enchaînement. Vous allez voir, ça va faire cuisse, coude, main. Ça va, vous avez repéré... Oula. J'ai perdu la moitié de la salle. Ok. Il y en a qui sont déjà aussi en PLS. Donc, juste pour être sûr, on va terminer parce que bon là, vous m'avez fait 3 applaudissements. J'ai bien vu, de toute façon, vous ne savez pas faire ça pendant la conférence, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on se réveille un petit peu. Donc, quand on aura fini notre petit enchaînement cuisse-coup de main, vous allez mettre vos 2 mains comme ceci, en mode un peu guerrière. Non, ils vont pas se baisser, le dos, dangereux. Et vous allez me sortir un grand cri de guerre, d'accord? Donc là, on fait un petit échauffement et après, on fait le vrai haka. Et comme ça, monsieur qui filme aura 2 versions, d'accord? Il faut toujours 2 versions. Donc attention, je répète, cuisse, coude, main, et on finit avec un gros ouh, tous ensemble. Oui, 2 fois les coudes. Bah, normalement, ils ont retenu ça, mais c'est vrai qu'il y a des capacités un peu limitées. C'est comme nous quand on fait la philosophie dans le vestiaire. Attention, prêt? Je vais vous dire 3, 2, 1, go, d'accord? 3, 2, 1, go! Très bien pour un
échauffement. Alors, monsieur premier rang, j'ai vu, c'est un massacre. Donc, coude. Non, viens avec nous. Attends. Monsieur, j'applaudis Alex. Viens avec nous, toi aussi. Il a pas 30 ans, Laurent. Il a pas 30 ans? Ah, pardon, on dirait. Et plus personne n'ose broncher, on va aller sur la scène avec les filles. Yannick? Ah non, tu filmes, t'as raison, viens pas. Venez, monsieur, que j'applaudis. Restez à côté d'Alex, j'ai compris qu'il y avait un truc. Ok. Je dois vous dire, elle vient des Ardennes, hein, donc c'est assez rustique. Attention, on est prêt, on enchaîne, c'est la vraie version, parce qu'après on va être trop en retard. Il y a les Ardennais dans la salle? Venez, monsieur. Courage. Venez. C'est parce que... Voilà. Je sais que c'est difficile pour vous, donc j'essaie de vous intégrer dans la société. Venez avec Alex, parce que c'est elle qui gère les Ardennais. Ok. Il y a des gens qui viennent de Valenciennes dans la salle? Pardon. Je vous aime. Alors, on se prépare. Je répète. Juste, Alex vous remonte, parce que j'ai vu des gens qui faisaient n'importe quoi. Cuisse, coude, main. Très bien. Attention, on est chaud, on fait péter le couvent. Ok? 3, 2, 1, go! Bravo à tous, merci beaucoup. Merci à nos cobayes.